Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, en compagnie de ma fabuleuse équipe que vous commencez, j'espère, à connaître. Mais si vous êtes nouveau dans ce podcast, ou si vous êtes habitué, on va quand même se présenter par une petite anecdote qui nous définit chacun. Je commence par toi, Lovla. Oui, moi c'est Lovla. Et puisque c'est un thème sur la communication aujourd'hui, je vais raconter une anecdote où, avec un de mes meilleurs amis, on a réinventé la manière de dire « baise-moi » pendant toute une soirée. Lélina était présente dans la pièce, mais je crois qu'elle a vite été dépassée par les propositions qu'on faisait. Je m'en rappelle plus, mais comme de tout. Et donc, mes préférés, c'est « bétonne-moi la grotte » et « remplis-moi la yaourtière ». Ah, c'est génial. Remplis-moi la yaourtière, vraiment, ça me dégue. Bétonne-moi la grotte, et vraiment, c'était il y a 2 ou 3 ans, cette soirée, et vraiment, à chaque fois qu'on s'en reparle, on rigole parce que c'était vraiment très, très drôle, quoi. Eh bien, ça peut vous donner des idées pour pimenter votre vie sexuelle, pour inviter l'autre à un acte sexuel, voilà. Moi, j'ai un côté vraiment très têtu sur certains trucs. Par exemple, j'ai pas voulu apprendre à faire du vélo. Quand on me disait, faudrait quand même que tu apprennes à faire du vélo, je disais non, mais en fait, moi, je veux faire du roller. Puis après, non, en fait, ça me saoule le roller. Moi, je veux apprendre à faire de la trottinette. Jusqu'à ce que j'arrive en CM2 et qu'il y ait une sortie vélo à la fin de l'année. Donc, j'ai été obligée d'apprendre à faire du vélo hyper vite. Ou c'est pareil pour apprendre à faire mes lacets. J'ai appris en 6e. J'ai même pas appris, je me suis forcée à apprendre toute seule parce que je voulais des Converse. Donc j'étais un peu au bord du précipice, quoi. Il fallait que j'apprenne à faire mes lacets. Mais avant la 6e, tu savais pas faire tes lacets? Non, parce que j'avais pas envie d'apprendre. En des fait, baskets à scratch. J'étais là, je comprends rien à votre truc là. Et donc j'ai appris. J'ai fait tout. À un moment, je me suis assise, mais bon, je vais faire des lacets. Et donc encore maintenant, je fais des lacets qui. Enfin, si je te montre comment je fais mes lacets, je te regarderai la prochaine fois que tu fais tes lacets. Ouais. Et ça allait jusqu'au bac où. Pour les bacs blancs d'histoire géo, j'avais toujours les meilleures notes. Et au moment des révisions, je suis là, non, mais ce sera pas géo, ce sera histoire. Et j'ai fait l'impasse complète sur la géo. Et c'était géo. Et alors, tu t'en es sortie? J'ai eu 10. Waouh, bon, ça va. Franchement, tu sauves l'honneur. Ah, mais c'est trop marrant. Je crois que je savais pas à ce point-là cette facette de ta personnalité. Ouais, des fois, ça met dans des situations un peu compliquées. Étonnantes. Moi, du coup, c'est Xan. Ça fait 3 mois que je dois me réinscrire à la salle de sport. À ce jour, ce n'est toujours pas fait. Mais c'est le moment, là, où on Oui, j'y crois aussi. Hein. Je vais y aller. Hein. Ok. Peut-être. Moi, j'ai recommencé à courir il y a quelques semaines. Voilà, je pense, force à toi. Je pense que c'est possible maintenant. Ouais, il faut juste que je me déplace jusqu'à la salle de sport. C'est possible. C'est la première étape. C'est vrai c'est que la plus Tu compliquée. peux faire une adhésion en ligne. Ouais, tu peux. Mais le problème, c'est que si j'y vais en ligne, je vais pas y aller. C'est ça. Si t'es pas capable d'aller t'inscrire, est-ce que t'es capable d'aller faire du sport, quoi? C'est ça. Ok. Mais c'est marrant parce que parallèlement, moi, je me suis inscrite sur un truc genre de sport illimité là, ces dernières semaines, et vraiment, je passe mon temps à regarder tout ce qui est possible avec ce sport illimité, quoi. Mais vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de pratiquer du sport, juste de voir les séances catalogue. de sport. Je suis en mode waouh, c'est super, hein, je fais du pilates, je fais de l'aquabaki, juste de voir le truc. Mais est-ce que tu as commencé du coup une séance de sport? Ouais, j'en ai fait une. Bon. C'est pas mal. Du coup, je vais rester dans le sport parce que je suis très heureuse. Moi, je viens de recommencer la pole dance et il faut savoir que je commence la pole dance tous les 2 ans. Tous les ans même, peut-être. En fait, j'adore la pole dance, mais depuis, je pense, 10 ans, quoi. Enfin, je sais que même à la base, j'ai eu Insta pour 2 trucs, pour suivre des tatoueurs et pour suivre des pole danseuses, quoi. C'était vraiment mes 2 thématiques en mode, je comprenais pas à quoi servait Insta à part suivre ces 2 catégories d'artistes. Et du coup, j'adore la pole dance, mais à chaque fois, je commence et j'arrête parce que c'est extrêmement cher. Voilà. Et que du coup, il y a toujours un moment où une fois, j'avais pris, avant le 2e confinement, un abonnement au mois, 1 semaine avant le début du second confinement. Donc des fois, j'ai pas eu le nez très
rond, creux. Creux. L'inverse. C'est ce qui m'a fait arrêter aussi le sport, parce que du coup, j'allais à la salle 3 fois par semaine et depuis le confinement. Bah voilà. Mais là, j'ai repris la pole dance et j'espère pour de vrai parce que c'est quand même hyper difficile. Je suis hyper nulle, mais c'est hyper marrant et sympa comme sport. Sport, voilà, j'adore. Donc à bientôt les spectacles de pole dance. Est-ce que quand tu vois des panneaux stop, t'as envie de... Alors, pas encore parce que j'ai pas le niveau critique, mais j'ai vu plein de profs de pole dance sur ces plateformes Insta être là en mode faire de la pole dance dans des endroits pas pour. Et je pense que quand t'atteins un certain niveau, t'as envie de prendre n'importe quoi chaque bar devient un endroit pour faire de la pole dance, quoi. Bon, mais le sujet de ce jour n'est pas le sport, la pole dance, mais le fait de communiquer. Donc, je vais commencer avec une petite intro, puis voilà, on passera aux rubriques. Donc, communiquer, facile à dire. Et du coup, avec tout ce que j'explore, le BDSM, le fait de relationner différemment, de réfléchir à mes relations amoureuses, etc. J'ai appris à beaucoup communiquer quand je rencontre quelqu'un, quoi. Au début, je suis vraiment très claire. Je fais une liste, je suis là en mode alors voilà ce que j'aime pas, la manière dont j'ai envie de relationner, mes limites, mes machins. Franchement, je dis tout, quoi. Je suis vraiment devenue assez experte dans la matière, peut-être même un petit excès de communication en début de parcours, quoi. Enfin voilà. Et c'est un muscle, la communication. Donc c'est quelque chose, moi j'ai l'impression qu'au début c'est devenu plus facile pour moi de le faire. Mais je me rends compte que dès qu'une relation s'installe, ça n'a même pas besoin d'être une relation de couple et que ça dure des années, quoi. Vraiment une relation de déjà quelques semaines, quelques mois, la communication, ça devient plus difficile, quoi. Il y a l'affect se crée, et avec l'affect qui se crée, j'ai plus peur de blesser l'autre, les non-discrets, et je trouve que ça se fait très vite, quoi. Alors que plus la relation grandit, potentiellement, plus on a besoin de communiquer, quoi. Et du coup, je me pose la question, comment faire pour continuer à communiquer? Parce que tout le monde dit, la communication, c'est la clé du couple. Enfin voilà, c'est le grand conseil. C'est pas la fellation? La communication et la fellation. Non mais on nous dit toujours ça comme si c'était, on était là. Ah oui, merci de m'avoir dit que la communication c'était la clé. Évidemment, je n'y pensais pas. Alors qu'en fait, c'est pas si facile que ça de communiquer. Donc, je voulais qu'on discute ensemble de ça. C'est ça, ces difficultés à communiquer, et peut-être d'outils qu'on pouvait aussi trouver. Et on va commencer tout de suite par ta rubrique, Xan. Rêve parti. Ouais, on va commencer par moi. Du coup, on commence par la rubrique un peu sombre, tu vois. On commence par rentrer dans le vif du sujet. La communication, actuellement, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, surtout sur la communication des hommes, le fait de communiquer leurs sentiments, de communiquer leurs problèmes, de parler d'eux aux autres. Il y a une petite vidéo que vous pourrez retrouver en description. Donc, c'est vraiment un truc d'une petite minute. C'est un TikTok où une personne du coup demande à qui est-ce que vous parlez de vos problèmes quand vous êtes au plus bas, et c'est que des hommes qui répondent et qui disent mais à personne. Et aujourd'hui, donc où on entend beaucoup parler du coup du taux de suicide chez les hommes qui augmente, des difficultés à s'exprimer, de la solitude profonde, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que beaucoup de majoritairement du coup des hommes entre guillemets en parlent, mais de se sentir seul, de pas pouvoir exprimer leurs sentiments, pas pouvoir exprimer à quoi est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui leur fait du mal dans la vie, parce qu'ils doivent entre guillemets, ce qu'on dit depuis des années, c'est le tough up. Ils doivent être forts, ils doivent montrer qu'ils sont solides, qui peuvent protéger, qui sont là et qu'ils ont pas besoin de parler de leurs émotions parce que personne n'est là pour les écouter. Ils ont juste besoin d'être forts et d'écouter ceux des autres par contre. Et je vois dans la vidéo, il y avait même des mecs qui étaient là en mode ah mais on peut parler de ses émotions aux gens. Genre ils étaient là en mode ils le découvraient. Après on sait jamais comment les vidéos sont faites et si c'est quelque chose de plus ou moins spontané ou enfin voilà, qu'il y a un message qui est passé derrière ces réactions.
Mais Bah, c'est ça, parce que déjà, faut choisir à qui est-ce que tu peux en parler. Tu peux pas en parler à tout le monde. Tu peux en parler à ta famille, tu peux en parler à des amis très proches. Pareil, dans la vidéo, t'en as un qui disait vous parlez vraiment à d'autres personnes. Moi, j'en parle pas parce que ça pourrait être utilisé contre moi. Parce que si tu Ah parles... oui, moi, ça m'a trop questionné, ça. Ça pourrait être utilisé contre moi, genre que tes émotions puissent être utilisées pour te faire du mal, en fait, c'est ça? C'est ça. Que si t'en parles à la mauvaise personne, ça peut complètement se retourner contre toi. Tu vois, par exemple, tu vas pas en parler avec la personne par exemple, avec qui tu dates, tu vois. Parce que ça peut se retourner contre toi. En fait, ça peut complètement casser le truc du voilà, je suis là, je suis fort, je peux te protéger. Maintenant, si je montre ma fragilité, c'est fini, quoi. Tu casses cette image. Enfin, ça va être gros de le dire comme ça, mais t'as un peu ce regard de pitié parce que la personne elle est pas bien, elle est sociale, alors que dans le rôle de l'homme, t'es censé protéger, t'es censé être celui qui est fort et qui tient pour les deux. Donc tu casses un peu cette image-là en montrant tes émotions. Il y a un gros enjeu sur la vulnérabilité, je trouve, dans notre société globalement, où on est là en mode la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui est valorisé, et parler de ses émotions. Moi, en tant que meuf, j'ai beaucoup plus de simplicité à parler de mes émotions, on va dire, dans une sphère privée, intime. Par contre, au travail, par exemple, c'est un lieu où on se dit, là, les émotions n'ont pas lieu d'être, quoi. Et là, en ce moment, moi, je fais ce travail-là de me dire, en fait, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui nourrit mon travail, ma relation à mes collègues et tout, qui fait partie inhérente de moi. Je suis très sensible et je pense que de toute manière, si j'exprime pas à un moment donné ou à un autre mes émotions, elles vont arriver en boomerang d'une autre manière. Mais c'est vraiment un travail conscient que je fais de me dire, la vulnérabilité et parler de ses émotions, c'est quelque chose qui se muscle et que je vais faire même si c'est pas confortable, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui devrait fragiliser, mais quelque chose qui devrait être au profit de sa relation aux autres, quelle que soit la situation amoureuse, professionnelle, amicale, familiale. Mais c'est pas simple. Oui, moi je trouve que, pour le coup, moi je suis une grande défenseuse de la vulnérabilité dans toute situation. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand tu acceptes ta vulnérabilité et que tu donnes à l'autre une partie de ce que tu es profondément, alors ça peut arriver probablement quand on est entouré de gens malveillants, c'est sûr que d'être blessé en retour. Mais j'ai observé, notamment au milieu du travail, une de nos collègues un jour a dit un truc très vulnérable en disant voilà, cette situation elle m'a mis super mal à l'aise, et du coup tout le monde a commencé à parler de son anxiété sociale, et j'ai trouvé ça hyper fort en fait comme truc de juste dire être la personne qui dit moi cette situation elle me met mal à l'aise, j'ai de la peine dans telle ou telle situation. En fait les gens se disent ok, en fait on est tous avec nos difficultés, et du coup est-ce que c'est pas mieux juste de dire moi aussi j'ai ce problème là, et en fait du coup on se rend compte qu'on n'est pas seul, et voilà. Et je pense que je comprends ce que tu veux dire quand tu dis t'as peur que du coup de pas être vu comme l'homme protecteur et tout ça, mais au contraire je pense que pour moi il y a une plus grande force à être vulnérable qu'à cacher sa vulnérabilité, parce que justement tu t'ouvres à la possibilité à être blessé, mais t'acceptes ce risque parce que tu sais que tu vas avoir des relations qui sont plus profondes et qui sont plus qualitatives à la fin. Mais c'est vrai que les petits garçons sont pas du tout éduqués à ça, à ce travail émotionnel et tout. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté qui est beaucoup parlée dans tous les enjeux liés à la masculinité, cette difficulté à parler. Et quand tu parles des suicides, c'est vrai que le suicide, c'est il est le plus grand chez des hommes de 30-40 ans. Enfin, c'est vraiment ça, le plus gros taux de suicide. Et même s'il y a plein de causes au suicide qui sont pas que liées à exprimer ses émotions, c'est un facteur qui est évident là-dedans. Et c'est dur, une fois qu'on nous a pas appris à communiquer et à exprimer ses émotions, de le faire à l'âge adulte, quoi. Moi, par exemple, j'essaye de le faire dans la sphère professionnelle, mais parce que j'ai déjà appris à le faire dans la sphère intime. Enfin, voilà, je pars d'un certain point. Et c'est un enjeu que beaucoup ont. Et d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle, il y en a plusieurs, mais une qui s'appelle Nos Alliés les Hommes, et qui crée en ce moment, dans plein de villes, des groupes de parole de mecs. Et j'ai une amie qui serait d'ailleurs assez intéressée pour en animer un, parce que qui est du coup animé par une meuf, pour être là en mode on a quelqu'un de formé qui est potentiellement plus à même d'avoir des outils de communication, exprimer ses émotions et tout. Après, c'est pas n'importe qui, mais le but, c'est de faire parler des mecs entre eux. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a différents niveaux. En mode, les mecs, ils peuvent plus facilement parler, je sais pas si c'est ton expérience, mais d'émotions avec des meufs. Mais alors, de parler d'émotions de mec à un mec,
Ça, c'est encore un niveau, c'est expert, quoi. Ah, moi, c'est tout le contraire. Ah ouais? Pour beaucoup de personnes, c'est tout le contraire. Tu vas plus facilement parler de tes émotions aux bonnes personnes. Généralement, c'est une personne dans ton entourage à qui tu vas en parler. C'est pas plusieurs, mais tu vas plus facilement parler avec quelqu'un qui pourrait ressentir les mêmes problématiques que toi, que généralement, tes amis filles, souvent c'est des personnes avec qui il y a de l'ambiguïté, il y a des machins, et de parler de tes problèmes, ça peut couper tout ça en fait, ça peut couper cette ambiguïté, ça peut couper la séduction. la séduction, c'est ça. Donc tu vas plus facilement parler avec tes amis masculins, qui auront déjà du coup plus facilement à comprendre ce que tu ressens, parce que il y a des trucs, le fait de rester dans sa voiture 20 minutes juste dans le silence pour évacuer toutes les émotions, c'est quelque chose qu'un mec va plus facilement faire. Donc faire comprendre ça à quelqu'un qui vit pas ça, qui a pas entre guillemets les mêmes démons, c'est pas facile d'expliquer, d'avoir un retour avec une même expérience. J'entends, mais c'est vrai que j'avais du coup plusieurs mecs qui m'avaient dit le truc inverse, qui a été là, même s'il y a de l'ambiguïté dans une relation mec-meuf, ils arrivaient plus à communiquer avec des meufs. Et c'était un enjeu quand pendant longtemps, j'ai créé beaucoup d'ambiguïté dans mes amitiés masculines, homme-femme, quoi. Enfin voilà, je suis un peu, pour le coup, c'est quelque chose qu'on porte comme caractéristique souvent aux mecs, d'être là, on crée de l'ambiguïté dans toutes ces relations féminines, masculines, et on est toujours là en mode, bon, on est potes, mais si jamais on boit un verre de trop, je sais pas quoi, on ne sait jamais. Et moi, j'ai été longtemps comme ça, et à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je me sorte de cette ambiguïté, parce que je trouve que du coup, en restant dans cette ambiguïté, on se casse si en plus ce qu'on veut, c'est une amitié, de vraiment approfondir la relation et d'aller vraiment dans la vulnérabilité avec l'autre, parce qu'on est toujours un peu dans un rôle en étant dans ce jeu de séduction. Et quand j'ai fait cette démarche, j'en ai parlé avec pas mal de mecs, et de potes et tout, qui me disaient, mais je ne comprends pas ce que tu me racontes, parce que moi, de toute manière, les relations les plus vulnérables que j'ai et où je parle le plus de mes émotions, c'est des relations avec des meufs, même s'il y a de l'ambiguïté, en mode je connais pas cette profondeur de relation que moi, en gros, j'ai l'impression d'avoir de meuf à meuf, où il y a vraiment une intimité, une vulnérabilité très grande, quoi, et qu'eux, ils étaient là, c'est le maximum d'intimité et de vulnérabilité que je réussis à avoir, ambiguïté ou non, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu un outil de drague, pour le coup, de dire... moi, en tout cas, j'ai vu des hommes faire ça, c'est-à-dire dire, voilà, je te balance ma vulnérabilité, mais je te le balance parce que je t'ai choisi. Genre, c'est toi, t'es vraiment... en fait, t'as réussi à débloquer un truc chez moi, ou voilà, je te dis... je trouve que c'est un peu un outil que certains mecs instrumentalisent pour dire, voilà, en fait, je suis super mystérieux, mais en fait, tous mes secrets, je te les ai dit parce que, en fait, toi, t'es la personne... la seule personne en qui j'ai confiance, entre guillemets, quoi. Et ce que je trouve qui est pas hyper sain, parce que du coup, ça veut dire qu'ils reposent toute leur vulnérabilité, toute leur capacité à exprimer leurs émotions et à construire quelque chose d'émotionnellement profond avec la personne qu'ils ont envie de dater. Et du coup... en tant que meuf, t'as un peu l'impression que tout repose sur toi. Donc c'est hyper lourd aussi à saisir, de se dire, en fait, si jamais je le quitte, en fait, il a personne vers qui se tourner, quoi. Du coup, moi, c'est l'inverse que j'ai vu, par contre. Tu vois, c'est personnellement, de m'ouvrir et de parler de mes émotions et de trucs où j'allais pas bien ou trucs comme ça. Et avec une personne, justement, avec qui je datais, avec qui on parlait depuis un long moment et qui avait un début de relation qui allait partir. Et du fait d'avoir parlé de mes émotions, d'avoir montré que j'allais pas bien, ça a tout coupé pour cette personne-là. Et ça a juste fini en friendzone, en fait, tout simplement. En fait, juste d'avoir m'être ouvert auprès de la personne. C'était pas une personne avec qui on a envie de... Ouais, c'est un peu ce que tu disais au final dans les mecs memes, c'est que... Enfin, mec ou meuf memes, quoi. Est-ce que t'as envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui fuit quand tu parles de tes émotions? Au final, c'est un peu un red flag aussi, quoi. Je suis d'accord. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est de rencontrer... c'est ça, moi, ça fait partie des mecs memes, c'est d'avoir des gens très sensibles qui savent parler de leurs émotions, après sans l'instrumentaliser en mode, te faire des grandes déclarations, ou j'en sais rien, il y a plein de... On peut tout instrumentaliser de toute manière, et l'émotionnel aussi, mais de base, être sensible, c'est trop cool, quoi, de pouvoir se rejoindre dans une vulnérabilité. Et c'est tellement dur à faire que je trouve que quand
quelqu'un réussit à le faire avec moi ou quoi. Enfin, quelle que soit la situation, c'est un cadeau, quoi. Enfin. Et du coup, c'est quelque chose que t'aimerais bien. Et est-ce que tu vois des outils ou des choses pour dans ta vie améliorer le fait de parler de tes émotions aux gens ou Non, de témoigner? parce qu'actuellement, j'en parle pas et j'ai pas vraiment de personne à qui en parler, donc pas spécialement. Ouais. Et ça te manque Bah non, parce que je continue à vivre en fait au jour le jour. Il y a des jours où c'est plus facile, d'autres c'est plus dur. Il y a des moi sur le plan personnel, il y a des jours où je me lève. Je sais pas si j'ai trop envie d'en parler de ça. Il y a des jours où en fait j'ai même pas envie de continuer en fait. Tu te lèves, t'as pas envie de continuer, t'as envie de tout abandonner, tu vois. Mais tu laisses passer 20 minutes et tu te lèves et tu vas dans ta journée, quoi. Voilà. Une psy? Non. En vrai, ça c'est un gros truc. Moi, je pense que la problématique de beaucoup d'hommes, pour le coup, c'est quand même justement de pas accepter d'avoir besoin d'aide, mais genre dans plein de domaines. Hein. Enfin, mon père, il accepte pas de l'aide pour, il sait pas bricoler et jamais il va demander de l'aide pour bricoler. Enfin, juste mec, accepte que t'es nul et tu seras moins nul. Enfin voilà. Et je pense que c'est un vrai truc que les hommes devraient plus accepter, de se dire j'ai besoin d'aide et juste j'ai besoin d'aide pour apprendre à bricoler, j'ai besoin d'aide pour apprendre à accepter mes émotions. C'est la même chose, c'est juste on n'est pas né en sachant tout et en pouvant tout maîtriser, donc c'est normal d'avoir besoin d'aide de temps en temps. C'est vrai qu'on n'est pas... Enfin, c'est pareil, il y a toujours un truc d'éducation, en fait, ce qui est à revoir, même si après on peut le travailler, c'est l'éducation, et qu'on dise aux mecs ou qu'on leur fasse penser qu'ils doivent être forts, ils doivent pas pleurer, ils doivent pas demander de l'aide, et que c'est ça, c'est pas demander d'aide qui après peut mener à des situations émotionnelles et de vie compliquées, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qui se rajoute aussi, c'est que parfois, ils doivent être j'adore la grosse commode normande qui supporte leur partenaire. Dans ma famille, j'ai un peu cet exemple-là où j'ai l'impression que l'homme, c'était celui qui, si lui, il n'était pas solide, ça pète. Lui, il faut qu'il soit là et qu'il accueille comme il peut les émotions un peu tempêtes de sa partenaire, de sa compagne. Et ça fait double rôle. C'est leur propre cycle d'émotions sont jamais finis. Et en même temps, ils doivent être cette espèce de pilier. Les émotions de l'autre. Émotions de l'autre. Ouais. Franchement, l'égalité, c'est sexy, quoi. C'est trop bien. Je rêve d'un monde où on peut communiquer également de nos émotions et demander à chacun de l'aide à l'autre. C'est bon, mais il faut changer l'éducation. Hein. Et faire c'est cool que ces initiatives, quand même, c'est pour ça que je parle de nos alliés les hommes, qu'il y ait des initiatives qui se démocratisent, parce que la masculinité, et là, on a un homme, on est des femmes dans ce podcast, mais la masculinité et les enjeux autour de la masculinité, c'est aussi longtemps un enjeu dont des meufs ont parlé entre elles, parce que les mecs c'est difficile de se saisir du coup de ce sujet, parce que c'est parler de soi, parler de ses émotions, etc. Donc, et c'est quelque chose qui est pas tenable, quoi. Et du coup, créer des groupes de parole de mecs et tout machin. Enfin, je trouve que c'est des choses qui permettent de faire avancer les choses et de créer des espaces où c'est safe de parler de ses émotions. Du coup, on se dit pas dans un cadre où normalement, c'est sécurisé. On se dit pas ça va être retourné contre moi, parce qu'après, en plus, on retient. On se dit si une fois ça se passe mal, on est là. Et j'ai parlé de mes émotions et c'est passé ci. Enfin, c'est aussi un cercle vicieux dans l'apprentissage de ces émotions et de la communication de ceci. Aurore, tu me regardes en souriant de manière moqueuse. Non. C'était non, t'inquiète pas. D'accord. Écoute, est-ce qu'on a encore quelque chose à... Non, ça me paraît pas mal. Là, il manquerait plus un petit jingle pour remonter le mood un petit peu. On va. Mais c'est pas je veux dire, ce podcast, il peut aussi être parlé de sujets profonds et tout. Et moi, franchement, dans un épisode sur la communication, parler de la difficulté d'exprimer ses émotions en tant que mec, surtout dans nos enjeux, on est presque... on parle beaucoup de couples hétérosexuels parce que c'est aussi beaucoup nos situations de vie aux unes et aux autres. C'est aussi un vrai enjeu de couple, que cette difficulté et cette asymétrie dans la communication et la manière à communiquer ses émotions. Et c'est quelque chose qui va pas en
en faveur d'un couple qui est tien et qui est solide et qui avance. Enfin, c'est un vrai enjeu, quoi. Mais du coup, on va passer à un sujet d'un autre ordre, Aurore. Tu vas raconter ça, tu vas raconter sa vie. Qui veut raconter sa vie? Oui, donc moi je vais vous parler de mes amoureux. J'ai commencé en janvier l'équitation. Yay! J'ai rejoint l'OVLA. La passion La des poneys! passion des chevaux. Donc moi, pourquoi j'ai commencé si tard, je sais pas trop pourquoi. Enfin, disons que mes amis qui pratiquaient l'équitation au collège, au lycée, ça me parlait pas du tout. Elles parlaient d'un sport, de sauter, de passer au trot, au galop, mais pas tellement de l'animal. Et moi, ce qui me plaisait, c'était ce rapport à l'animal. Et j'avais pas l'impression que finalement, dans l'équitation, c'était tellement le sujet. Et j'ai découvert, dans une période où j'étais un peu cœur brisé, le seul truc que je voulais faire, c'était regarder des trucs sur les chevaux. Et j'ai découvert l'éthologie. Enfin, cette espèce de démarche où on s'intéresse beaucoup justement à la communication animale. Et ça m'a donné envie de m'y mettre. Et donc, je me suis inscrite là, en début d'année. Et donc, je me suis dit... Enfin, ma façon d'essayer d'entrer en lien avec eux, elle m'a fait... Disons qu'il y a des points importants qui ressortent qui, je trouve, peuvent s'appliquer aussi dans la façon dont on interagit, dont on communique avec des animaux humains. Avec des animaux humains. Donc, j'ai un truc très écrit et je ne sais pas si je le lis ou pas. Mais... Comme tu veux. You do you. Comme je veux. Bon, donc en janvier, donc je me suis inscrite dans le 2e et dernier club en fait que je suis allée visiter, ce qui est pas forcément typique de moi. Moi, normalement, j'aurais dû faire tous les clubs des environs pour être sûre de pas me tromper. Mais là, non, j'en ai vu 2. Le 2e de la mousse, c'est bon, allez, j'y vais. Je tenais plus trop. Et donc, pour mon premier cours, c'était trop mignon. Il y a 3 filles de 13 ans qui m'ont montré comment on pensait le cheval, comment on le sellait, tout ça. Donc, il y a vraiment un truc un peu à la bonne franquette où je trouvais ça assez fou. T'as quand même un animal de 450 kilos qui a sa propre manière d'être. Allez, hop, vas-y, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, le premier cheval que j'ai monté, qui s'appelait Kiskal. Donc, c'est un cheval noir avec un nom d'oiseau. Et donc, le premier cours, c'était pas hyper excitant. C'était vraiment, j'étais au pas. Mais j'ai passé 30 minutes à regarder sa tête en souriant. Et alors qu'en fait, normalement, il faut, comme quand on conduit une voiture, il faut regarder au loin. Donc, j'étais pas... Moi, j'étais là, c'est génial. Et les 30 dernières minutes, je me disais, c'est génial. Et après, je vais encore pouvoir le gratter et le penser encore. Et en fait, non, parce qu'il y avait une cavalière qui s'occupait de lui pour le cours d'après. Donc, j'étais vraiment triste. J'avais pas pu lui dire au revoir et j'avais pas pu lui dire merci, surtout. Et au cours d'après, j'ai eu un autre cheval qui s'appelle toujours Ciel d'Italie. Ciel. Et donc, ce que je trouvais fou, c'est que je suis arrivée, j'étais déjà amoureuse. Je l'avais pas vu et je l'aimais déjà. Et donc, j'avais choisi je pouvais choisir les brosses, les brosses du club. Donc, je choisissais vraiment les plus belles, celles avec le moins de poils. Et j'arrive. Et en fait, il est en train de mordre sa porte en faisant un bruit de hoquet. Et je comprenais, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai un peu cherché ce que c'était. Donc, c'est un espèce de tic à l'appui. Ça s'appelle un tic à l'appui. Donc, c'est les chevaux qui font ça quand ils sont en manque de stimulation. Ils tournent un peu en rond. C'est de l'autostimulation. Donc, il n'était pas au top de sa forme. Mais bon, je m'occupe de lui. J'avais regardé des vidéos d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Pignon. Donc, c'est un homme de cheval. Et il a des mains énormes, on dirait des pelles. Et je fais bouger mon micro. Et il parlait beaucoup du fait que les chevaux, c'est des animaux très silencieux. Et dès que tu fais du bruit, dès qu'eux font du bruit, c'est pour signaler un truc qui va pas. Donc lui, il dit, moi, je travaille 90% du temps dans le silence.
Donc j'avais un peu testé ça, je l'ai brossé en silence et je trouvais ça incroyable. Je faisais juste glisser ma main le long de sa jambe et il donnait son sabot pour que je lui cure les pieds. Enfin, c'était un autre moment de révélation un peu. Et le cours se passe, ça se passe bien. Et la semaine d'après, je l'ai à nouveau. Et là, je sais pas pourquoi ça se passe pas bien du tout. Dès que je m'approche avec la brosse, il tape du sabot, il me fouette avec sa queue. Je peux pas, l'arrière-main, donc c'est les jambes arrière. Je peux pas m'en occuper. Il tique, il fonce sur la porte pour la mordre. Il fait son bruit et j'ai l'impression de pas être là en fait. Qu'il y a un brouillard autour de lui. Enfin, dans son regard, je vois rien. Il est dans son truc et ça me rend triste. Il y a une élève qui me dit lui, bon ouais, il est caractériel quoi. Et moi, j'ai un peu l'impression de le laisser tomber. Et ça me rend triste. Et on me donne plus ce cheval pendant plusieurs cours. Et entre deux, je découvre des vidéos de shiatsu pour chevaux. Et donc, c'est une forme de massage. Donc, on suit des méridiens. Enfin bon, il y a un truc, c'est encore un peu un truc de médecine chinoise. Je me dis, dans tous les cas, ça peut pas faire de mal. Et le premier sur qui je teste, il s'appelle Kapal. Et lui, dès les premières fois où j'étais allée à l'écurie, je l'avais tout de suite remarqué parce qu'il était très grand et il ressemblait à une vachette. Il est pie, il est blanc et marron. Et lui, donc il déteste qu'on lui mette le filet. Donc le filet, c'est le mors et ce qu'on lui met donc sur le chanfrein, sur le nez et derrière les oreilles. Lui, donc il supporte pas qu'on lui mette. Donc il lève la tête, il la lève. Il est tellement grand que même les bras levés, c'est hyper dur de lui mettre. J'avais passé 15 minutes à essayer de l'enfiler avec quelqu'un. Et le cours se passe pas super bien. En fait, il tire sur les rênes. Et moi, je me dis, mais en fait, ça m'emmerde. Enfin, j'ai envie de lui dire, mais écoute, si ça t'emmerde, moi aussi, ça m'emmerde. Moi, ça me fait chier de te demander des trucs qui n'ont pas de sens pour toi. Si t'as envie de te rouler par terre, bah roule-toi par terre. Si t'as envie de me piétiner, franchement, piétine-moi. Ça me ferait plaisir. T'es fait pour passer 18 heures dans un pré, à brouter, à être dans un état un peu méditatif. Enfin, et tu passes toute ta vie dans un box. Moi, franchement, marche-moi dessus. Ça me ferait plaisir. Rebelle-toi un peu. Et ma prof me dit, en bonne femme de cheval, il te bouffe tout cru. Et donc, elle l'attrape par les rênes et elle lui crie dessus. Et elle fait, Jabal, tu arrêtes! Et moi, je suis tétanisée. Je suis là, criez sur moi. Ne me criez pas sur lui. C'est pas, de toute façon, c'est de ma faute. Si c'est moi qui sais pas faire, c'est moi qui sais pas lui donner envie. Donc je rentre au box toute triste, j'ai de la peine pour lui, c'est de ma faute s'il s'est fait crier dessus et j'ai envie de pleurer. Mais donc je le bichonne et je tente ces trucs de massage. Et lui, il semble prendre en compte ma présence. Je sens qu'il sait que je suis là. Et il se passe quelque chose. Et donc, j'essaye tous les mouvements que j'avais appris. Donc, il y a des percussions, des palpés roulés, des pattes de chat. Je lui masse les tendons, les muscles du garrot à la croupe, le long des jambes, la crinière, l'encolure. Je fais tout, les joues. Et ça marche super bien. Je vois que j'avais regardé les listes de détente qu'on lit sur le corps. Et donc, lui, il avait tout. Il avait l'encolure qui s'abaisse, la lèvre qui tremble, il pète. Vraiment, j'ai tout. J'ai tout. Et au moment de lui dire au revoir, il vient me chercher de la tête. Donc, je suis super contente. Et le cours d'après, je l'ai encore. Et cette fois-ci, au moment de lui mettre le filet, donc il y a ce truc qui, lui, n'aime pas du tout mettre. Il y a une élève qui vient m'aider. Et donc, elle est à côté de moi et elle est un peu nerveuse. Et elle lui parle, elle lui dit « Allez, vas-y, ça va aller. C'est rien, laisse-toi faire. » Enfin, en essayant de mettre ce truc. Et puis, à un moment, elle s'en va. Et moi, je suis à côté de lui. Je tiens le filet dans les mains. Et je me marre un peu. Je suis à côté de lui et je pense... Mais tu sais qu'on va le mettre, tu sais qu'on va devoir le mettre. Et je dis rien, et je le regarde du coin de l'œil, et je vois son regard, et je suis là, je meurs d'amour tellement je l'aime. Et il s'abaisse tout seul, et il me laisse le mettre le filet, sans rien dire. Et je lui dis merci, et je lui dis que c'est le meilleur. Et c'était vraiment très chouette. Et donc après, je m'occupe d'un autre cheval qui s'appelle Badaboum, qui lui veut jamais tourner à droite, et qui me marche dessus quand je le brosse. D'un cheval qui s'appelle Roi de Chine. Au début, je pensais qu'il s'appelait Rothschild, mais non, il s'appelle Roi de Chine. Et donc avec lui, c'était vraiment le premier cours, je m'amusais vraiment.
J'avais lu des trucs sur l'utilisation de la voix. Donc, c'est vraiment à un moment particulier, avec une intention particulière, un ton particulier. Et je sentais que ça répondait bien. Il répondait plus à ma voix qu'à mes jambes. Je m'occupe d'Oscar, qui a 21 ans. Et donc, lui, il s'endort sur mon épaule quand je lui caresse les joues, les paupières. Et je finis par retrouver Ciel, ce cheval qui tiquait beaucoup. Et j'appréhende un peu. Et effectivement, ça se passe pas bien. Dans l'écurie, à ce moment-là, il y avait un cheval qui était malade. Et je l'avais jamais vu, donc Ciel aussi agité. En fait, il aime pas trop les chevaux, donc avec son voisin, il essaye de le mordre. Je le vois qui plaque ses oreilles contre sa tête et qui donne des énormes coups de sabot dans le box. Et je vois que c'est pas lié à moi parce que dès qu'il se rapproche, il se calme. Mais c'est assez violent en fait ce qui se passe. Et je me rapproche pour le brosser. Je suis pas hyper à l'aise, mais je vois qu'il y a des zones qui lui posent aucun problème. Je peux le caresser, je peux faire ce que je veux. Et d'autres, je peux même pas l'effleurer. Il va me fouetter de sa queue et il y a un chat qui passe. Mais c'est juste que dès que je sors du box, il a un regard tellement doux que je me dis mais je peux pas le laisser tomber. Je peux pas me fermer à lui et m'occuper de lui machinalement en râlant même quand il refuse de se laisser faire, puis après de lui monter dessus et lui demander à droite, à gauche, au pas, au trot. Je peux pas faire ça. Donc je me replonge dans des vidéos, dans des bouquins, et je lis plein de trucs sur l'approche des chevaux au pré, au box, sur l'utilisation de la voix, sur le pansage. Et ma mère me donne même un spray aux huiles essentielles pour les apaiser. Et donc je mets en place un espèce de rituel. Donc quand j'arrive devant son box, je l'appelle avec une voix claire et heureuse et j'attends qu'il vienne vers moi. Et je lui fais sentir mes mains et mes manches où j'ai appliqué le spray. Et je rentre dans le box et je lui caresse les joues parce que c'est l'endroit qu'il préfère. Et je le brosse. Et sur les zones qui le font rechigner, je commence par poser doucement la brosse. Et s'il s'impatiente, je vais quand même garder un contact avec sa peau. Et je laisse la brosse donc, poser contre lui et je reprends doucement. Et comme ça, selon sa nervosité, il lui arrive de plus du tout manifester de mécontentement, de plus taper du sabot sur le sol. Et donc même si au début, parfois, il peut s'énerver, taper du pied, il finit par accepter les soins à la fin du pansage. Et maintenant, il lève même le pied avant même que j'ai eu à lui demander, avant même que j'ai eu à le toucher pour lui curer les sabots, alors qu'une cavalière m'avait dit qu'il était très difficile de les lui nettoyer. Donc vraiment, j'étais très fière de moi. Et pareil, quand je vois qu'il s'agace à cause du cheval d'à côté, je m'accroupis et je caresse la paille sous son nez et j'essaye de le faire rentrer dans cet état un peu méditatif qu'il a quand il mange. Et quand je le masse, c'est pareil, je propose, si ça lui plaît pas, je fais un autre mouvement et je m'attarde sur ce qui lui fait plaisir. Et quand je m'accroupis après, à côté de lui, après le cours, quand il mange, parfois il va poser sa bouche sur ma tête, il me laisse l'embrasser. Donc ça se passe beaucoup mieux. Et je vois vraiment que maintenant, il prend en compte ma présence, il se passe quelque chose quand j'arrive, il me reconnaît. Et j'ai plus du tout cette impression de le voir dans le brouillard. Et il va plus chercher la porte pour aller tiquer quand je m'occupe de lui. Et donc avec cette histoire, donc j'espère qu'il y aura d'autres histoires de chevaux pour moi. Mais donc il y a plusieurs choses qui ressortent et que je trouve importantes. Déjà, c'est qu'avec eux, il y a que le présent. Il n'y a pas de est-ce que lui, il pense que. Il n'y a pas de calcul. J'ai tendance à souvent être dans ma tête, mais avec eux, je suis obligée de prendre conscience de ces états où je suis dans ma tête et où je ne suis pas dans le présent. Il faut que je me force à me recentrer dans le présent et pas éviter être dans le mental, dans l'ego, dans mes pensées où je me dis « j'arrive pas, je me sens nulle ». Il faut que je revienne toujours vers lui, vers le cheval, vers eux. Avec eux, je dois réfléchir à ma posture. Et avec eux, je dois tout apprendre. Je ne peux pas me contenter de penser comme moi. Je suis obligée de comprendre comment eux font, comment eux pensent, d'aller vers eux. Et en plus, vers eux, il faut penser tout à l'envers. Donc, c'est des proies. Et les proies, nous, on est des prédateurs. On a même un physique de prédateur. On a deux yeux qui sont en face, une vision comme ça, face à face. Eux, ils ont les yeux sur les côtés. Et donc, tous leurs sens sont
orientés proie. Même leur conscience, nous, on a une capacité à se focaliser qui est typique des prédateurs. Eux, ils ont une attention diffuse sur tout ce qui se passe autour d'eux, mais rarement sur vraiment un truc très précis. Ça leur demande quelque chose de particulier. Naturellement, ils sont sensibles à vraiment tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc, dans la relation avec les chevaux, il y a une notion de domination, mais qui est pas... faut pas la prendre comme quelque chose de négatif. Il faut se dire, je me mets en position de dominant, mais un dominant qui est là pour te protéger. Et pour être... donc chez les prédateurs, on a cette position-là en immobilisant, mais chez les proies, pour eux, l'important, c'est le mouvement. Pour eux, c'est la chose la plus naturelle et la chose nécessaire à leur survie. Et c'est un déplacement vers l'avant. Et en fait, le cheval, il dit, donc si tu veux me dominer, il faut que tu me maîtrises mon arrière-train pour me faire avancer. Et trop souvent, pour contrôler un cheval, on pense qu'il faut l'immobiliser. Et encore pire, on pense qu'il faut maîtriser sa tête et son encolure. Alors que pour lui, pour nous, ça nous semble naturel, alors que lui, il l'interprète comme l'attaque mortelle la plus directe de la part d'un prédateur. Et donc, comment on domine un cheval de façon naturelle? Donc, en s'y prenant comme un cheval s'y prendrait, et en le poussant vers l'avant. Et surtout, les chevaux, ils n'aiment pas la pression par l'avant, parce que ça, c'est un truc que font les prédateurs. Eux, entre eux, pour s'inciter naturellement à aller de l'avant, il faut l'approcher par l'arrière. Alors que nous, l'approche par l'arrière, c'est un truc qui nous déstabilise un peu. Donc là, faire une blague sur l'approche par l'arrière. Donc ça, si vous voulez en lire plus sur ça, c'est Les chevaux ne mentent pas de Chris Irwin. Et donc ce monsieur dit, je le lis dans tous mes cours, contrôler l'esprit d'un cheval, pour contrôler l'esprit d'un cheval, il faut maîtriser sa croupe. Donc voilà, tout penser différemment. Et donc je dois penser à comment moi je communique, et je dois savoir que ma façon de faire, c'est pas la seule, et c'est surtout pas la meilleure. Et c'est pareil, donc avec un humain, il faut peut-être s'efforcer à chercher à comprendre son langage, à l'accepter, à aller vers lui, plutôt que de partir du principe que mes attitudes naturelles sont identiques à celles de l'autre. Et donc, j'ai dû admettre que j'étais pas Yakari, même si c'est mon rêve, que bien communiquer, c'est pas inné, et que je pouvais aller chercher des informations, et que ça voulait pas dire que je savais pas m'y prendre, que j'étais pas bonne. Donc, il faut apprendre à pas avoir d'ego, à se dire, c'est pas que je vais chercher des informations, que je suis nulle. C'est normal d'avoir à se renseigner. Avec les chevaux aussi, on peut pas mentir. Ils sentent tout dans la voix, les battements de cœur, ils les entendent, les gestes. Et contrairement à l'homme, le cheval ne fait pas semblant. Si vous lisez son langage corporel, vous lisez à même son esprit. Donc je recite ce Chris Irwin. Et moi, j'ai tellement peur d'être moi. Avec eux, j'ai pas le choix. Et ça fait du bien. Et j'aimerais bien être plus comme eux, ne pas faire semblant, pas me cacher. De le dire si j'ai peur, si j'ai mal, si j'aime, si je t'aime. Et pas cacher mes sentiments derrière des « arrête, j'ai mal », mais dire « j'ai mal » parce que j'arrive pas à te dire que je t'aime. Et avec eux, il faut y aller le cœur ouvert. S'il y a un problème, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause de moi, c'est nous contre le problème. Et avec eux aussi, on aime inconditionnellement. J'arrive, je le rencontre, je le connais même pas. Je sais pas s'il préfère qu'on le touche fermement, lentement, s'il préfère qu'on lui touche les joues, la crinière, le garrot. Je sais pas s'il est nerveux, s'il est posé. Et ça changerait rien, je l'aime déjà d'amour dans tous les cas. Et même si lui, il m'aime pas, s'il m'aime pas encore, c'est normal. Et moi, je l'aime. Et ça veut pas dire que parfois, je serai pas ferme quand il faut, parce qu'il faut qu'on trouve tous les deux notre place. Voilà. Moi et mes chevaux. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis sur ta relation aux chevaux, enfin tout ce que tu soulèves en fait, l'amour inconditionnel et tout, enfin et la communication continue. Moi, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que souvent on voit moi du coup j'ai fait de l'équitation toute mon enfance, adolescence, et j'ai repris il y a 3 ans. Et en fait, je suis dans un cours avec des gens qui ont un niveau inférieur au mien, parce que du coup, j'ai repris dans un niveau inférieur, parce que je me suis dit, j'ai arrêté pendant 10 ans, donc c'est normal que, voilà. Et en fait, souvent, je les vois, les gens qui ont un niveau inférieur, mais c'est normal, on passe tous par une phase d'apprentissage, qui ont un objectif en milieu de cours, et ils sont là en mode, ok, maintenant on fait l'objectif, donc il faut qu'on communique avec le cheval. Sauf que le cours a commencé depuis une demi-heure. Et en fait, moi, à partir du moment où, comme toi, je suis dans le box, on prend le cheval à pied. Et en fait, même à pied, tu peux faire des trucs. Genre, moi, je fais tout le temps ça. Je leur parle et je suis là en mode, bon, là, on marche. Arrêt. Et je fais rien avec les rênes.
Juste, je vois si avec ma voix et mon langage corporel, il comprend aller et arrêt. Et en fait, juste ça fait que du coup, la communication, elle existe. Et du coup, elle existe dès le début avec le cheval. Et je pense que dans une relation, c'est la même chose. On peut pas juste communiquer que quand ça va pas ou que à des moments spécifiques. Il faut communiquer tout le temps. Ouais, j'ai trop de trucs à dire. Bon, déjà, un de mes chats était là tout le long, donc je pense que vraiment cet lien avec les animaux et de relation avec les animaux, ça l'a touché. Maintenant, il est couché à côté de nous en mode mais oui, j'adore tout ce que vous dites. J'adore le bisoudrome. C'est ça. Aussi, j'aime trop le fait que tu dises que la communication, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je pense que ce qui est intéressant dans le fait d'y réfléchir avec des animaux, on se dit, bah oui, évidemment, on n'a pas la même communication qu'eux et tout, et du coup, ça paraît naturel, même si c'est pas le cas pour plein de gens, mais de se dire que c'est une compétence qu'il va falloir apprendre, alors qu'avec les autres humains, on se dit, bon, bah, c'est toujours ces trucs de, c'est naturel, comme la sexualité, c'est naturel, comme se mettre en couple si t'en as envie, c'est naturel, enfin voilà, en fait, tout s'apprend, quoi, et mieux communiquer et comprendre que sa communication, c'est pas celle de l'autre et mettre en place des stratégies, c'est des choses qui s'apprennent. Et ce que j'aime bien avec les animaux, pour le coup, j'ai pas d'expérience récente d'équitation, mais avoir des chats, c'est ce que tu dis, c'est tout est dans l'émotionnel et dans le présent. Et je trouve que ça, c'est aussi un bon apprentissage de la communication à l'autre, le fait qu'en fait, tout passe dans du non-verbal ou du verbal, mais genre tout passe dans de l'émotionnel et de mes chats aussi, ils savent directement si j'ai peur, si je suis stressée, et du coup ça permet d'avoir ce travail très sensible sur sa relation à l'autre qui, je saurais pas exactement comment je le replace dans mes relations avec des animaux humains, mais je trouve ça assez intéressant. Et d'ailleurs, la médiation animale, c'est par ailleurs quelque chose qui est très utilisé aussi pour des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, enfin dans plein de milieux, et même pour des personnes valides. Voilà, enfin c'est un outil qui est, une manière de faire de la thérapie qui est utilisée de plus en plus, quoi. Ouais, et du coup, ce que tu disais aussi sur le fait que les chevaux, ils mentent pas. Les chevaux aussi, c'est des miroirs de tes émotions. Et du coup, c'est hyper ingrat parce que tu peux vouloir fake, vouloir faire semblant que tout va bien. Et en fait, le cheval, si ça va pas, il va le sentir et du coup, il va te renvoyer du ça va pas. Mais du coup, ça nécessite en effet d'être hyper vrai et hyper sensible. Et je trouve que ça, c'est aussi un truc qui s'applique beaucoup dans les relations. Si tu fais semblant, tu vas juste renvoyer du négatif qui va pas être profitable à la relation à la fin. Donc, il vaut mieux juste dire, en fait, ça va pas. J'accepte que ça va pas et juste peut-être aujourd'hui, on va faire un peu moins de choses. Ou juste, dans une relation, en fait, ça va pas et je pense que il vaut mieux que je prenne un peu des distances avec toi parce que là, juste, j'ai besoin de me recentrer sur moi parce que sinon, je vais te renvoyer du négatif. Je pense que ça, c'est aussi une bonne leçon, quoi. Et surtout, l'autre le voit. En fait, si on est un peu connecté à son intuition, on va peut-être pas comprendre la cause et très bien, l'appréhender de la bonne manière, mais on va le sentir, en fait, que l'autre ne va pas, quoi. Donc, c'est pas au profit de la relation que de pas parler ou dire ce qui va pas parce que la personne de base, elle sera blessée ou refroidie ou stressée ou ça va de toute manière avoir des émotions négatives sur l'autre que de ne pas parler. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur les animaux. Xan, non, la relation aux animaux. Mais parce que du coup, tout ça, ça me fait penser, ça fait une bonne transition à l'interview qu'on va écouter maintenant. Donc, pour la replacer, j'avais envie de faire une interview d'un couple qui viennent de l'univers du BDSM, toujours dans cette idée de se dire des manières de relationner des sexualités, des pratiques marginales. Ça fait se poser des questions à des gens que peut-être la majorité se pose pas, mais dont les réponses seraient potentiellement intéressantes. Et du coup, j'avais envie de leur poser des questions sur leur manière de communiquer dans le couple. Voilà, c'est un échange qui a été... on a abordé plein de sujets différemment, et notamment cette question de communiquer aussi et surtout quand ça va bien, quoi. Et donc, je vous propose de l'écouter, puis on en discute après. Y a-t-il un médecin à bord ? Y a-t-il un médecin à bord ? Bonjour, bonsoir à tous, c'est Evelyne. J'ai déjà transformé 3 personnes en un boulier géant. Bonjour, bonsoir, moi c'est Soho et je suis championne de Lille de cache-cache alcoolisé à 3h du matin sur la grande place où il n'y a pas de cachette. Donc on est en relation depuis 3 ans.
Relation née à la base d'une annonce sur FetLife, hein, donc un site internet BDSM communautaire, hein, où on cherchait tous les deux quelqu'un, on a beaucoup discuté. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on partageait bien plus que le BDSM, ce qui est vraiment important, hein, toujours répondre à la question et après. Bon, la question et après, en fait, on n'a même plus besoin de se la poser parce que on en est arrivé à un stade où... On vit ensemble. Voilà. À partir du moment où on vit ensemble... S'il n'y avait pas de « et après », on serait pas là. C'est ça. Donc, bon. Oui. C'est bien, je pense, dans quelle que soit la relation aussi, à un moment de se dire et après avec cette personne. C'est-à-dire pas se limiter à l'instant T de « Ah, je la trouve jolie, ah, on rigole bien », mais après. Et si dès le début de la relation, le « et après », tu y réponds pas, est-ce que c'est ce que tu cherches à développer avec elle? C'est... À quel moment tu dis « Bon, bah... c'est cool, on s'entend bien, on rigole bien, mais en fait, ça se limite à ça. Il faut avoir une dynamique dès le début, en fait. Actuellement, on a plus une relation affective qui passe avant le BDSM. Le BDSM continue toujours de prendre une part importante. Mais moi, dans mon cas, c'est un peu moins. Donc, c'est plus l'affectif qui a pris le dessus par rapport à la relation DS qui existait à la base. Donc, relation DS, hein, dominant soumise. Donc, dans un couple de personnes qui décident d'un accord de se mettre en relation sur une base uniquement. Donc, j'ai le contrôle de la relation pour le dominant et la personne soumise donne les clés de sa personne à la personne dominante dans les termes qui sont définis à l'avance. En soi, en fait, dès le début, on savait que on a deux temporalités du BDSM, tous les deux. C'est-à-dire qu'on ne le vit pas de la même façon, on ne vit pas la même intensité au même moment. Pour le coup, pour So, ça va plutôt être cyclique par petites phases. Là où moi, j'ai totalement plongé dedans, je le vis tous les jours, je gère beaucoup de choses, je gère beaucoup de gens, je suis très présent dans la communauté et donc forcément, on n'a pas du tout le même rapport là-dessus. Et c'est pour ça que très vite, So pour en parler, c'est que on a sorti le côté BDSM de notre relation affective. Parce que justement, on avait une relation qui commençait et que notre relation, elle est belle. Notre relation, elle est super chouette, elle est super géniale. Donc, on s'est dit, ouais, mais autant de mettre de côté le relationnel BDSM au profit de la relation affective parce que elle est plus importante, tout simplement. Et on est pacsé. Voilà. On prévoit de se marier. On prévoit d'adopter également dans un futur, dès qu'on pourra, en fait. On prévoit de partir à la retraite ensemble. Et, peut-être, un jour. La retraite à 64 ans, c'est non. Et puis, de vieillir ensemble, voilà, quoi, tout simplement. C'est ça. Et en fait, du fait qu'on a un peu, entre guillemets, mis des barrières assez éloignées sur toutes les phases de notre relation, à tous les âges, on sait vers quoi on se situe, en fait. On en a discuté. Et je pense que ça, par contre, ça vient du côté BDSM. Sur le BDSM, on aime bien mettre tout à plat, tout définir à l'avance. Il n'y a pas de surprise dans le BDSM. Et je pense que de ce fait, ça a dû apporter quelque chose à la relation. C'est-à-dire que du fait qu'on s'est tout dit de base, à aucun moment on rentre en conflit avec l'autre. Et même si on rentrerait en conflit, par exemple, par exemple, je veux plus me marier ou je veux plus adopter, ce genre de choses, c'est une chose qu'on peut discuter parce qu'on en a déjà discuté avant, que ça n'a pas posé de problème. Et on peut, je pense, plus facilement parler de sujets sensibles une fois qu'on en a déjà discuté plusieurs fois avant. Avant même qu'il y ait une relation, avant même qu'on soit défini en couple et tout, il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion du départ et c'est parfaitement normal pour nous deux de discuter des choses avant même que ça n'arrive ou quand ça arrive, quoi. Et il y a des moments où on peut par exemple s'énerver, quoi que ce soit, mais on ne cède pas place à l'émotion, on reste dans ce principe de
faut discuter des choses parce que c'est admis pour nous deux qu'il faut savoir discuter des choses. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'en 3 ans de relation, on ne s'est jamais engueulé. Je sais que moi ce que j'aime bien, c'est du coup, je suis la soumise dans le couple DS. Moi, ce que j'aime énormément, c'est la dégradation. C'est le fait d'être réduite à un objet, d'être utilisée, de complètement lâcher contrôle de mon corps et de quoi que ce soit, de ce qui peut m'arriver. C'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est quelque chose que Evelyne a beaucoup de mal à faire à cause justement de l'affect. Et forcément, on en a discuté parce que je vois bien qu'elle le faisait pas, elle essayait même pas et tout, et que en même temps, c'est aussi une part importante pour moi. J'en avais besoin un peu d'une certaine manière. Donc, on en a discuté et en fait, Evelyne me disait que elle n'arrivait pas à faire la part des choses entre tous les sentiments qu'elle pouvait avoir pour moi, tout l'affect pour moi, le fait qu'elle voulait que je sois juste heureuse, d'amener que du positif dans ma vie, et que sur l'instant T, la dégradation, c'est quelque chose de très, très, très négatif. Et du coup, elle avait du mal à le faire, à pratiquer. Elle a toujours du mal aujourd'hui. Elle s'y essaye, parce qu'on en a discuté, et qu'elle essaye petit à petit de le faire. Mais, il y a encore du chemin, mais justement, on en a discuté, et on a mis les choses à plat, et puis on s'en est sorti. C'est ça, en fait, c'est que quand on est dominant, on est amené, entre guillemets, à faire mal, à parler mal, ce genre de choses. Quand on est dans une relation de DS, on peut dire d'une certaine façon, entièrement dans les clous. C'est-à-dire, c'est ce que la personne recherche, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qui a été discuté. C'est en dehors des sentiments. Même s'il y a des sentiments dans une relation de dominance soumise, soumis, c'est pas les mêmes sentiments d'affect. Évidemment qu'on peut s'épandre d'amour pour sa personne soumise, c'est pas la question, mais c'est pas exactement le même genre de feeling à la fin. Et aujourd'hui, quand il y a de l'affect, amour dans une relation dominant-soumis, ça peut créer des blocages. Moi, je pensais pas qu'un jour ça me serait arrivé, et effectivement, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que oui, j'ai un blocage là-dessus. Je le travaille. Et ça aussi, c'est grâce à un autre point de notre relation, ou du fait qu'on a coupé la relation, le côté domination-soumission et le côté affectif en deux, et qu'on en a discuté évidemment à l'avance, c'est que je peux pratiquer avec d'autres personnes. Et en fait, ça m'aide aussi à me débloquer, à aussi me comprendre mieux sur mon côté dominant, et comprendre que oui, c'est pas parce que je fais du trash talk avec ma copine que je l'aime pas. Et en fait, non, c'est même plutôt l'opposé. Mais c'est pas parce qu'on sait que on arrive à l'appliquer, ce genre de blocage. Mais ça se travaille. C'est plus aussi facile parce que à cause de l'affect qui prend le dessus et qui naturellement prend le dessus sur la communication. C'est on s'arrête à l'émotion, à l'affect, mais parce qu'on a tout ce bagage BDSM par derrière, on arrive aussi à pouvoir surpasser l'émotion pour rentrer justement dans quelque chose de plus rationnel, de plus communication, de plus discuter des choses que laisser place à l'émotion et peut-être finir aussi par blesser l'autre, quoi. C'est ça. Et en fait, on peut même le ramener au couple vanille. C'est-à-dire que il y a des couples vanille qui vont avoir 2-3 aspects du BDSM, par exemple, se prendre une fessée, le trash talk, ce genre de choses, qui vont pas y arriver. Le partenaire va pas y arriver parce que c'est pas forcément sur quoi lui fantasme, mais en fait, comprendre aussi que les deux doivent s'y retrouver à la fin. Et ça peut être compliqué de se dire ma femme veut que je lui parle mal, mon homme veut que je le fouette. C'est un côté un peu étrange dans une relation affective, alors que dans une relation BDSM, c'est très rationalisé en fait le BDSM. Faut voir vraiment ça. Il y en a qui disent faut pas faire le supermarché de tes envies quand tu rentres dans le BDSM, mais en fait, d'une certaine façon, tu le fais. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un qui correspond à ce que tu as envie, tu définis à l'avance ce que tu as envie, toi, ce que lui a envie, vous essayez de faire une liste commune, et déjà, ça ressemble vachement de la politique, c'est-à-dire de chercher exactement... on ne peut jamais avoir exactement ce qu'on souhaite, mais à la fin, on finit avec une sorte de
de relation un peu mixte, un peu mélangée de tes envies et des envies de la personne d'en face. Et de ce fait-là, en BDSM, alors si par exemple je suis amené à avoir une nouvelle relation, etc., où la personne me dit dégrade-moi, fais-moi ça, et que c'est des choses que je pratique, bah, je vais avoir beaucoup moins d'a priori que si c'est Solo qui me le demande. Alors que c'est des pratiques que je connais, que j'ai déjà étudiées et que j'ai aucun autre souci à faire. Mais vu qu'il y a le côté affectif, souci de ça bloque. On va prendre pour le cas des personnes exclusives. Je pense que les personnes exclusives, ça fait partie de ce qui les attire dans le BDSM, la relation dite exclusive. Mais je pense que si c'est pas un truc qui nous émoustille, dans le BDSM, on va avoir effectivement tendance à, entre guillemets, multiplier les partenaires, multiplier les relations, multiplier les pratiques, dans le sens où tout le monde y gagne à la fin. C'est-à-dire pratiquer de nouvelles choses. Si par exemple, So veut pratiquer avec une personne dominante une pratique que je ne pratique pas, bah on y gagne tous les deux. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que pareil, quand je vais pratiquer du shibari, donc c'est ce qu'on appelle le shibari, c'est l'encordement, sur une personne, sur une nouvelle personne qui va avoir des envies différentes, qui va avoir une relation différente avec la pratique, hein, parce que on peut faire 200 fois un nez, mais sur 200 personnes différentes, on va avoir 200 réactions différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Et je pense qu'une fois qu'on l'applique à sa relation aussi, de beaucoup discuter, déjà dans sa relation et avec les gens autour, hein, parce qu'il y a aussi ce tabou, hein, de ça va même dans le coup, j'en parle pas. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que discuter, déjà, c'est le premier pas, même pas forcément uniquement qu'avec son partenaire. Parce que des fois, la relation peut être coincée avec son partenaire, mais on discute avec d'autres personnes qui ont peut-être le même genre de soucis et voir comment eux ont géré la chose, ou même juste se rendre compte peut-être qu'à la fin, le problème c'était pas si grave que ça ou si compliqué à gérer. Je pense que là-dessus, c'est une chose que les couples divani pourraient prendre exemple sur le BDSM, c'est-à-dire multiplier les expériences, multiplier les discussions. Et ne pas se cantonner à « c'est ma relation, faut pas qu'on en discute, c'est à l'intérieur du couple, c'est à l'intérieur du foyer ». Je trouve ça un peu réducteur de comment on peut évoluer une relation. Il n'y a pas un moment spécifique où on se dit « bon bah on va se poser, on se discute et on discute ». Même si en soi on devrait le faire, mais nous, de notre expérience, c'est tellement spontané qu'on n'en a pas besoin. Même si on ferait ça, au bout d'un moment on n'aurait plus rien à se dire, parce que bah, juste... On gère les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, et je pense que ce serait pas forcément bénéfique de toujours se poser et discuter, mais je pense qu'il y a des gens qui en gagneraient de temps en temps, même quand tout va bien. C'est même à ce moment-là, quand tout va bien, de voir si le partenaire veut plus, s'il y a des choses qui doivent changer dans la relation, si il y a beaucoup de choses. Et en fait, même c'est un truc qu'on remarque beaucoup dans le BDSM, c'est que c'est des gens qui ne discutent pas, qui, à 50, 60 ans, arrivent dans le BDSM en disant « Merde, j'ai jamais vécu ma sexualité, j'ai jamais vécu ma relation. » Et au final, j'en prends pour expérience, une personne qui arrive dans le BDSM à 50 ans parce que, voilà, elle sait pas trop et tout, et qu'en fait, elle se rend compte que même son partenaire est pour et même rentre dans le milieu. C'est ça, de se dire que ces personnes ont vécu presque 40 ans de leur vie sans discuter de ça, en fait. Et c'est souvent toujours le même schéma qui se répète. Hein. C'est pas que négatif, mais c'est pas négatif qu'elles rentrent dans le BDSM. Mais il faut que ces personnes discutent. De se dire, même pas forcément rentrer dans le BDSM, mais juste discuter des pratiques, des envies de tout à chacun. Et je pense qu'on y gagnerait beaucoup là-dessus, quoi. La communication, ça peut être compliqué au début parce que on peut avoir peur de blesser son partenaire en communiquant, parce qu'on pense que ramener sur la table des événements comme par exemple ne pas ramasser ses chaussettes, hein, on peut avoir l'impression qu'on le ramène tout le temps sur le tapis, tout le temps et tout, mais on y gagne tellement à communiquer à la fin que les chaussettes sont ramassées. Je répète, les chaussettes sont ramassées. Mmh. On y gagne à communiquer, même si on blesse son partenaire sur le moment, on y gagne beaucoup plus qu'à ne rien dire, laisser cuire sous pression
pendant 30 ans pour que ça explose comme pas possible à la fin. Et une fois que ça a explosé, ça a explosé. Faut pas chercher. C'est communiquer, c'est éviter l'explosion. Éviter la bataille d'ego à la fin aussi. Et éviter la bataille d'ego, évidemment. Une fois qu'on communique, il ne peut pas avoir d'ego dans un couple, en fait. Parce que... Ce conseil ne marche pas pour le déminage de bombes. Communiquer avec la bombe ne sert à rien. Y a-t-il un médecin à bord? Non à la cocotte minute, c'est ça que Non je à voulais la dire. cocotte minute. On reviendra sur ta dernière rubrique Love là où ça donne un outil de comment ne pas faire exploser la bombe du couple. Je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes dans cette interview. Notamment, on en a parlé quand tout va bien. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a souvent une gestion j'ai l'impression, de la communication dans le couple ou même dans des amitiés où genre, on attend d'avoir une dispute pour se dire « Ah, quelque chose n'a pas marché comme il faut » et du coup, après, on va communiquer. C'est une gestion de la communication par le conflit, quoi. La communication de crise. Ouais. Mais il faut une communication. Pour qu'il n'y ait pas de communication de crise, il faut bien communiquer tout au long Et c'est de la relation. plus facile pour certaines choses de communiquer quand ça va bien, entre guillemets, que quand ça va mal, quoi. Mais il y a un chiffre dont je suis plus très sûre, mais je crois que je sais même pas comment le tourner, mais il y a ce truc de un couple, les couples heureux, ou je sais pas, les couples. Tu veux pas que je touche la table? Les couples, il y a un espèce de ratio. Enfin, c'est disons que c'est pour, je sais pas moi. C'est chiant, je sais que j'ai plus ce chiffre exact, mais c'est par exemple pour sur 6 interactions, il faut qu'il y en ait 4 de positives et 2 de négatives. Et que 6 positives, c'est pas bien non plus. Et que tout négatif, bien sûr, c'est pas bien, mais qu'il y a un espèce d'équilibre entre les interactions positives où on parle de choses qui font du bien, mais il faut qu'il y ait quand même pas ces réglages de compte, mais ces moments où c'est plus difficile parce que ça permet aussi de régler des problèmes et de pas étouffer. Mais peut-être qu'on peut maîtriser aussi le timing de quand on fait arriver ces communications difficiles, quoi. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était le fait de dire que c'était bien de parler de son couple aussi à d'autres. Et que ça, c'est aussi une expérience, j'ai l'impression, assez commune du couple. On se dit, c'est le foyer, c'est l'intime, c'est quelque chose qui est entre nous. Et du coup, de la difficulté parfois pour les personnes dans des couples de parler à d'autres personnes de leurs problèmes. Et du coup, ça reste dans un... Mais là, je serais pour bien choisir ces autres, parce que des fois, les amis, ils ont c'est toujours de bonnes intentions, les parents aussi, mais je pense que c'est pas forcément, à la limite, enfin, parce que souvent, quand on raconte, on a sa version des faits, et on raconte souvent nos interprétations de l'autre, et ce que nous, on avait dans notre tête et qu'on n'a pas dit à l'autre, ce qui fait que nos proches ont une version, notre version, et on n'a pas celle de l'autre, et bien choisir à qui on parle de son... Oui, parce que ça peut faire un coup de téléphone, de ce qu'on appelle le téléphone arabe, et que ça revienne de l'autre côté, dans l'oreille de l'autre personne, et complètement déformé, quoi. Ouais. de la thérapie de couple, toujours la psy, mon conseil en permanence. Il n'y a pas besoin d'un psy pour tout, hein, tu sais. C'est par ailleurs très cher, donc il y a encore des démocratisations à faire, parce que moi, à la fin de ce couple, de cette personne que j'ai quitté il y a 1 an, voulait faire de la thérapie de couple, et du coup, c'était le double, quoi. C'était genre 60 € par personne, donc 120 € par séance. Ça coûte cher d'aller en thérapie avec son couple, mais c'est vrai que c'est un lieu intéressant aussi pour si on a vraiment des difficultés à communiquer avec l'autre. Est-ce que vous aviez encore des choses que vous aviez envie d'ajouter par rapport à cette interview ? Ouais, mais en tout cas, j'aimais bien, enfin, même s'il n'y a pas de choses ritualisées, l'histoire de, c'est ça, l'affect, c'est un enjeu sur la sexualité, je pense, à plein de moments de la sexualité, et c'est déjà difficile de parler, enfin, c'est une partie du couple et de ce qu'elles disent, mais c'est difficile de parler de sexualité déjà de base, mais alors quand il y a des enjeux d'affect ou des certains passages dans le couple, ça peut être encore plus challengeant, et c'est intéressant d'en prendre conscience, quoi. Ça rend pas forcément les choses plus simples, mais... Est-ce que, Love, là, tu veux donner ta technique pour éviter l'explosion de la bombe ? Le message de Santé publique France. Oui, j'ai une super technique que j'ai développée au fil des années. Non, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'avais 17 ans, j'ai passé le BAFA, comme beaucoup de gens, pour devenir animatrice en centre aéré. Et pendant mon approfondissement, parce que il faut faire un stage 2 stages théoriques entrecoupés d'un stage pratique pour avoir son BAFA.
Et du coup, pendant mon approfondissement, il y avait quelqu'un qui m'a, je sais plus, dit quelque chose qui m'a super blessée ou je sais pas quoi. Et comme je suis quelqu'un d'hypersensible, j'étais genre en larmes, inconsolable, enfin voilà. Et la formatrice m'avait dit, mais il faut pas que tu sois dans la vengeance ou que tu sois, que ça t'atteigne autant. Il faut que tu apprennes à formuler ce que tu ressens et pouvoir peut-être lui exprimer ce que tu ressens. Et du coup, elle m'avait donné cette méthode magique que je vais vous donner maintenant, qui est donc la communication non violente. Donc c'est une technique qui a été développée par un, je crois, psychiatre dans les années 60 qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui a été popularisée en France par Thomas Dasenbourg, je crois. Il y aura un podcast que je pourrais vous donner qui est une interview. Le podcast s'appelle Vlan et c'est une interview où il parle beaucoup il raconte un peu pourquoi il en est arrivé à populariser ça, comment il l'a, comment ça s'applique. Et lui, ce qu'il dit en fait, c'est que les problèmes de communication, c'est parce que on n'entend pas, on ne comprend pas, on n'entend pas bien, on n'écoute pas bien et on formule pas bien. Et le côté de la formulation, du coup, c'est vraiment le cas pratique que m'avait donné cette formatrice de BAFA. C'est ça se résume à 4 lettres. Observation, donc O, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, est un outil pour chaque fois que je me sens mal, en fait, par rapport à ma relation ou par rapport à des relations amicales. Wink, wink, Lélina. C'est que, du coup, parfois, je ressens des choses, mais j'arrive pas à formuler précisément qu'est-ce qui me pose problème. Et en fait, ça peut finir... Si je ne mets pas la soupape et que je me prends pas assez de recul par rapport à la situation, je vais finir par dire des trucs du genre « tu es égoïste ». Ce qui nous arrive à tous de penser des choses comme ça. Sauf que le fond du problème, c'est pas qu'on pense que la personne est égoïste. Le fond du problème, c'est qu'on perçoit une situation, donc on a une observation, on a un sentiment, on se sent, je sais pas, désemparé, on se sent esseulé, voilà. On a un besoin qui est, par exemple, d'être aidé dans la tâche qu'on est en train d'effectuer, d'avoir une attention à un moment précis. Et on a une demande à formuler, c'est-à-dire juste, est-ce que tu peux m'aider à faire les pâtes ? Enfin voilà, c'est juste... Et du coup, c'est beaucoup plus... Quand on arrive à prendre le recul pour faire ça, faire observation, sentiment, besoin, demande, en fait, il n'y a pas d'engueulade possible, entre guillemets, parce qu'on ne formule pas un tu. Et ce que Thomas Dasenbourg dit, c'est le tu tue. C'est-à-dire le tu tue la communication parce qu'il y a vraiment un truc de... tu vas projeter sur l'autre une problématique, alors que dans la communication non violente, la problématique, elle vient bien de comment toi, tu as reçu la situation. Et du coup, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas un problème, mais ça veut dire que c'est la situation qui se confronte à un besoin que tu as profondément et que du coup, si tu expliques à l'autre, il faut partir du principe que les gens ont envie d'être bienveillants et ont envie d'être dans la relation avec toi et que du coup, si tu leur dis, en fait, moi, j'ai besoin de ton attention parce que je me sens seule, machin, l'autre personne va pas te dire, moi, j'ai pas envie de t'en donner. Enfin, a priori, si elle te dit ça, juste relationne pas avec cette personne. Et du coup, c'est plus simple de formuler les choses comme ça, plutôt que de se dire, je vais juste balancer mon reproche et puis après, me prendre un reproche en retour et ensuite, ça fait cocotte minute. Ça fait vraiment genre des explosions et des relations qui sont pas qui n'avancent pas dans le sens bienveillant, quoi. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est de faire le point régulièrement. C'est-à-dire que, mon copain me dit souvent que... je lui ai demandé, pourquoi tu penses que ça fonctionne entre nous ? Parce que du coup, moi, je suis en couple avec lui depuis 10 ans. Et en fait, il m'a dit, mais parce que tu as besoin de communiquer tout le temps. Et du coup, il y a un truc assez... c'est vrai que c'est un peu schématique comme ça, mais des fois, je suis là et je lui demande, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment ? Genre, comment tu te sens dans notre relation ? Et là, en mode, je pense qu'en ce moment, j'ai besoin d'indépendance. Et du coup, en fait, le fait qu'il le dise, j'ai besoin d'indépendance, je me dis pas, en fait, il passe tout son week-end à faire ses trucs de son côté, c'est visé contre moi, il en a marre de moi. Je me dis, en fait, c'est son besoin auquel il répond. Et du coup, je pense que faire le point régulièrement là-dessus, ça fait que
sur le long terme, on est un peu plus en accord parce qu'on sait que, il n'y a pas de sous-entendus qui grandissent, quoi. Et j'étais à une soirée il y a pas longtemps, et donc j'étais avec un couple aussi qui était du coup en couple depuis aussi longtemps, enfin non, pas depuis aussi longtemps que nous, mais depuis quand même c'est une longue durée. Et je leur ai demandé, et vous, c'est quoi votre secret? Bon, ils ont dit communiquer. Facile à dire. Mais en fait, ils ont dit exactement la même chose, c'est-à-dire dire les choses tout le temps, c'est-à-dire pas, vraiment éviter la cocotte minute. Et du coup, je pense que l'outil peut fonctionner. Et vraiment, quand on n'est pas capable, quand on a un problème avec quelqu'un dans une situation et qu'on n'est pas capable de faire cet exercice observation, sentiment, besoin, demande, il ne faut pas communiquer. Il faut se replier en soi et essayer de répondre à cette question, parce que sinon, on va juste mal formuler ce qu'on ressent, et du coup, l'autre pourra pas bien répondre à la situation. C'est qu'on n'est pas au clair avec ses besoins. Et puis des fois, c'est pas à l'autre de répondre à nos besoins aussi. En fait, si on ressent qu'on a un besoin de réconfort, on peut l'avoir auprès de plein de personnes et de plein de manières, quoi, ou un besoin de créativité. Enfin, on peut avoir plein de besoins différents, et certains peuvent être répondus par une relation, mais d'autres peuvent être répondus par d'autres manières, quoi. Mais moi, ce que je garde vraiment, c'est... je fais une formation aussi de communication non violente de 6 jours, et j'ai l'impression que je l'applique pas assez dans ma vie. Mais bon, c'est un autre problème. Je suis là, j'ai tous les outils en main, mais un peu la flemme de toujours les appliquer. Mais donc, c'est pas connaître tous les outils, c'est bien. Après, c'est vraiment un travail au quotidien. Enfin, il suffit pas d'avoir les outils en main. Mais j'aime bien l'idée de ritualiser la communication quand ça va bien, quoi. Et ça paraît un peu contre-intuitif et un peu inconfortable de se dire, oh là là, mais là, tout va bien, entre guillemets. Donc, pourquoi on irait, avoir des discussions qui peuvent être un peu inconfortables, quoi, mais que c'est chouette de le faire à ces moments-là, quoi. Et puis, c'est chouette aussi de se dire, moi, ça arrive que je pose la question, pourquoi ça va bien en ce moment? C'est bien, en vrai, de se dire, ça va bien parce qu'on a le même besoin de fusion en même temps. Et du coup, ça va bien parce qu'en fait, on est parti en week-end, et finalement, on se rend compte que hors du quotidien, ça fonctionne mieux que dans le quotidien. Enfin, ça peut être plein de choses, et juste, chaque couple a sa façon de recréer du lien, mais je pense que c'est aussi cool de se dire, ok, ça fait que notre couple, il se recentre. Du coup, c'est une boîte à outils pour quand ça va un peu moins bien. Clairement. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé de la communication non violente aussi, c'est qu'on l'imagine toujours dans les problèmes, en mode dans le négatif. Et moi, ma formatrice, elle essayait de faire à moitié du positif, à moitié du négatif. En gros, à moitié célébrer des choses et tout, et à moitié résoudre des problèmes. Pour être là, la communication non violente, c'est aussi écouter quelqu'un qui te raconte un truc super qu'il vient de vivre, et être trop content, et peut-être, je sais pas, le reformuler. Enfin, être là, oui, c'est vrai, c'est trop cool qu'on ait vécu ça, ou que t'aies vécu ça et tout. Enfin, c'est aussi célébrer, quoi. C'est aussi de la joie, et c'est pas juste être là en mode, des fois, faut résoudre des problèmes et on va le faire de la meilleure manière possible, quoi. Donc, c'est vrai que c'est chouette d'instituer cette communication aussi dans les beaux moments. Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il voulait? Est-ce que tout le monde a assez parlé sur le sujet de la communication? C'était un long épisode. Du coup, je pense qu'on peut finir avec nos sentinelles petit blabla de fin, qui est partager cet épisode, likez-le, envoyez-nous des commentaires sur Insta, et vraiment, on vous fait des vocaux. Moi, je vous fais des vocaux avec ma douce voix, ou Aurore avec sa douce voix. Enfin, on veut tous vous faire des petits vocaux retours si vous nous envoyez des petits messages sympas. Ou des retours constructifs. Enfin, on prend aussi... Enfin, voilà, faites de la communication non violente. Mais... c'est ça. Faites un ratio positif-négatif. C'est ça, ratio 4 positifs, 2 négatifs. Voilà, oui, parlez-en autour de vous, à tout le monde, parce que le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et d'ici la prochaine fois, on vous fait des bisous.